Dis-moi Alexandre, on l'a déjà essayé cette voiture dans le garage? Alors il lui ressemblait beaucoup à cette McLaren 570S, mais ce qu'on essaie aujourd'hui c'est pas la McLaren 570S, c'est dur à dire tous ces S, et il y en a encore parce que c'est la S Spider, la version découvrable de cette 570S. Driss, écoute, comment dire, il y a pas, enfin si, il y a beaucoup de mots pour décrire cette voiture. Oui. C'est déjà beaucoup de plaisir. Mais on va commencer un petit peu par faire le tour de la voiture parce que il y a quelques petits détails qui changent en dehors du fait qu'on a retiré le toit sans trop dénaturer la ligne d'ailleurs. Les designers ont fait vraiment un très beau travail de ce côté-là. Mais toi, tu as remarqué quelques petits détails différents. Alors effectivement, c'est vraiment un petit détail, hein, mais c'est pas par rapport à la 570S, c'est plutôt par rapport aux précédentes, aux premières McLaren type la 12C qu'on avait testé il y a très longtemps. C'est les rétros. Je trouve que les rétros, si tu veux, cette voiture, elle est tellement orientée sur l'aérodynamisme que là, tu as des rétros finalement qui rentrent dans le rang, alors qu'auparavant, c'était des rétros qui étaient posés sur le montant, qui étaient très aérodynamiques. Donc voilà, bon, c'est vraiment un détail parce que pour le reste, cette voiture est superbe, notamment l'arrière. Hein. Moi, je trouve que le dessin de l'arrière est magnifique. Ah bah ça, cette espèce de gros insectes, hein, vu de l'arrière, c'est vrai que c'est fabuleux. Sans le toit, ça accentue un petit peu ce côté aérien de la voiture. Et alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que les ingénieurs nous l'ont expliqué, c'est que cette voiture, ils n'ont pas eu besoin de faire tant de modifications que ça pour l'adapter à l'absence de toit qui normalement nuit à la rigidité. Driss, tu nous expliques? Voilà. Paradoxalement, les cabriolets sont généralement plus lourds que les versions standards parce qu'il faut rigidifier la voiture hein, pour éviter, comme il manque notamment un montant supérieur, donc en rigidifiant la voiture au niveau des bas de caisse, ça rajoute du poids. Là, la particularité de toutes les McLaren, c'est qu'elles sont construites, l'habitacle est construit, c'est une cellule, c'est une monocoque, comme les Formule 1. Une cellule en carbone. Et donc voilà, tu as cette monocoque en carbone, ce qui fait que finalement, même en version cabriolet, elle pèse pas plus lourd que la version standard. Alors, si, elle pèse un peu plus lourd parce qu'on a quand même il y a les le toit du toit, les vérins, etc. Mais pour le coup, c'est alors que d'habitude, ce serait peut-être je crois que on compte environ une centaine de kilos minimum. Là, de mémoire, c'est quelque chose comme 46 kilos, je crois. C'est rien. Non, c'est rien. Et puis alors, bon, évidemment, le toit en moins, on perd un petit peu en performance, mais franchement, c'est peanuts. Ça va se jouer à quelques dixièmes de seconde sur le 0 à 100 et quelques km/h en performance maxi. On est de toute façon au-delà des 300 km/h si on met le pied dedans. Donc, on perd 3, 4, 10 fois son permis dans la journée s'il faut. En revanche, donc on l'a dit, on garde cette précision, cet affûtage de châssis de McLaren. On a une direction qui est ultra précise. En fait, il n'y a pas de compromis sur la sportivité. C'est une direction hydraulique. Bon, c'est une propulsion. En général, beaucoup de ces supercars commencent déjà à être des transmissions intégrales. Là, on est toujours sur une propulsion. Driss au volant, ça reste une McLaren. Écoute, c'est d'une efficacité absolument monstrueuse. Tout à l'heure, on a eu des routes très sinueuses. On a pu s'amuser. Bon, le moteur, on va pas en parler. Hein, il a suffisamment de watts. Le 570 châssis, chevaux, biturbo, V8, voilà. Alors le turbo, c'est marrant parce que quand tu fermes la capote, tu entends l'aspiration. Ouais. Et puis la voiture est littéralement collée à la route. C'est d'une précision chirurgicale. Voilà. Quand tu prends les virages, je veux dire, pour la mettre en défaut, on n'a pas réussi. Hein. Ouais, alors, juste un petit détail parce que tu parles d'entendre l'aspiration du turbo. Il y a une petite chose qui existait déjà sur les séries 6 cabriolets il y a quelques années déjà, une dizaine d'années. C'est cette petite vitre arrière et on peut la baisser, même capoter, ce qui fait qu'on peut, bon, évidemment ventiler l'intérieur de la voiture de façon très efficace, mais surtout si on aime entendre le bruit de son V8 sous charge, en profiter vraiment, quoi. On a les oreilles sur le moteur. Ouais, et puis ce moteur chante, c'est vraiment très valorisant, mais en même temps il y a un point qui est intéressant avec ce moteur là, c'est qu'il te saoule pas non plus à longueur de journée, hein, parce que si tu roules comme on est en train de rouler là tranquillement, finalement il est plutôt silencieux et tu es au calme dans cette voiture. Alors dès que tu passes dans un tunnel et que tu appuies sur la pédale, là c'est le nirvana. Et alors, je rebondis sur ce que tu dis parce que cette voiture peut être silencieuse comme très bruyante, mais c'est également une voiture qui peut se conduire par n'importe qui, j'ai envie de dire.
aussi bien en ville, alors je vais pas dire que sur circuit, parce que pour conduire sur circuit et mettre la voiture, je veux dire à ses limites, il faut avoir des capacités, mais c'est une voiture qui se conduit en ville sur un filet de gaz, tranquillement. En fait, c'est super doux jusqu'à ce que on mette vraiment le pied dedans, et c'est exactement pareil pour le frein. C'est-à-dire que les freins, si on freine doucement, on n'est pas propulsé sur le tableau de bord, il faut vraiment appuyer et on va dire insister pour aller chercher le point où là les étriers vont vraiment mordre fort et on va sentir cette décélération brutale. Donc voilà, c'est une voiture qui est faite pour tous les usages finalement. Oui, d'ailleurs McLaren nous l'annonce comme une voiture à utiliser au quotidien. Bon, j'irai peut-être pas jusque là, déjà il faut avoir le budget. Il y a aussi, tiens, ça c'est un des avantages de cette version Spider, c'est quand même beaucoup plus facile de monter à bord. Alors oui, bon, parce qu'on commence à être un petit peu âgé, on a du mal à se pencher, tout. Mais bon, non, c'est vrai, c'est pas une voiture de vieux, hein, je suis désolé, et c'est plus facile, on a moins besoin de se tordre dans tous les sens pour monter à bord, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai que la GT a des pas de bord qui les portes s'ouvrent un peu plus largement, ce qui est plus facile. Là, tout à l'heure, on est monté à bord de la voiture, toit fermé. Je te rappelle que c'est quand même pas évident. Hein, non, alors tu parlais à l'instant de la GT. La GT, elle a sa particularité, on l'a déjà vu dans le garage, c'est qu'elle a deux coffres, un derrière, un devant. Et bien celle-là, elle est un petit peu à mi-chemin entre la GT et la S, cette S Spider, parce qu'elle a aussi un tout petit coffre derrière, d'une 50aine de litres. Ça a l'air de rien, mais une 50aine de litres, ça permet de mettre quelques bricoles, des sacs, des objets un petit peu qui encombreraient l'habitacle. Mais uniquement lorsque le toit est fermé. Voilà, uniquement lorsque le toit est fermé. Donc potentiellement quand on fait un long trajet et qu'on n'a pas envie d'être saoulé pendant des heures et des heures sur l'autoroute, on roule toit fermé et on peut avoir quelques objets en plus dans son coffre que si on roulait en version décapotée. Parce que c'est vrai que le coffre à l'avant, c'est pas non plus la panacée, hein. Tu mets 2 sacs cabine et point barre, hein. Donc c'est vrai qu'avoir ces 52 litres à l'arrière, ça reste pratique. C'est une voiture de jeune couple ou d'égoïste, hein. Voilà, les enfants prendront le train. Tiens, moi je lui ai trouvé un défaut à cette voiture et je crois que toi aussi. C'est toujours ce GPS central vertical, non pas qu'il soit mal positionné, mais dès que tu portes des lunettes de soleil, par exemple polarisées, tu ne vois plus rien. Ça c'est horrible, parce que voilà, qu'on soit d'ailleurs passager ou conducteur, sans les lunettes il est clair, même en plein soleil comme là, il est très lisible, mais dès qu'on met donc des lunettes à verre polarisant, on ne le voit plus. On ne le voit plus, c'est un problème parce que on n'a pas forcément envie d'avoir la voie du GPS. Il y a quand même un petit rappel de la navigation dans l'instrumentation numérique, mais il est basique. Voilà, il va dire à tant de mètres, ce sera à droite, à gauche. S'il y a une configuration de route avec une bretelle et plusieurs échappatoires possibles, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, c'est un peu dommage. Bon, c'est un détail, mais voilà, sinon... Il pourrait, en fait, la solution, ce serait de l'orienter vers le pilote. Il y a un énorme défaut qui fera que jamais j'achèterai cette voiture. Il n'y a pas CarPlay. Il n'y a pas CarPlay. Je pensais que tu allais parler du prix, moi. Non, mais oui, mais le prix, on s'en fiche. Ça coûte 190 000 €, c'est rien. Mais il n'y a pas CarPlay à ce prix-là. Ouais, c'est scandaleux, écoute. Ouais. Non, faites quelque chose, mettez CarPlay. Ferrari, mais CarPlay. Bon, après, tu as un super système son Bowers & Wilkins. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Bon, du coup, j'achète quand même alors.